Comme on l'a vu précédemment, l'année 1968 a été une année explosive et décisive pour le monde entier. Et la France n'échappa pas à cette règle. En effet, au cours du mois de mai 1968, l'Hexagone a connu les plus importantes protestations de tout le XXe siècle. L'autorité de l'État fut gravement menacée. La société française se déchira entre partisans des manifestations étudiantes et des syndicats et soutien des forces de l'ordre, et ce, alors que le général de Gaulle était au crépuscule non seulement de son règne, mais aussi de sa vie. Nous allons revoir tout cela maintenant. Avant d'évoquer directement les événements de mai 68, il est important de rappeler le contexte, c'est-à-dire à quoi ressemblait la France des années 60. En 1968, cela fait 10 ans que le général de Gaulle est à la tête de l'État. De Gaulle a fondé en 1958 la Ve République, marquée par un renforcement considérable du pouvoir exécutif aux dépens du pouvoir législatif. Et pourtant, le pouvoir gaulliste semble de plus en plus usé et contesté en cette fin des années 60. En effet, lors des élections présidentielles de 1965, les premières au suffrage universel depuis celles de 1848, De Gaulle, bien que vainqueur de ces présidentielles, est mis en ballottage par son adversaire socialiste François Mitterrand. Et en 1967, les gaullistes gagnent de justesse les élections législatives. Président de la République, mais aussi leader naturel de la droite française, De Gaulle est aussi contesté par les centristes comme Valéry Giscard d'Estaing, par l'extrême droite qui lui reproche sa condamnation du régime de Vichy ainsi que son abandon de l'Algérie française, et au sein même de la droite, le Premier ministre Georges Pompidou est loin de faire l'unanimité parmi les gaullistes. Sur le plan économique, 1968, en France, c'est l'apogée des Trente Glorieuses, commencée juste après la Seconde Guerre mondiale. Sous le général de Gaulle, la croissance économique française atteint en moyenne 5% par an. La société de consommation s'impose et la plupart des ménages français disposent désormais d'une télévision et d'une voiture. Sur le plan démographique, la France, comme tous les pays occidentaux, a connu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une hausse soudaine du nombre de naissances. C'est la période du baby-boom. Et justement, à la fin des années 60, la génération des baby-boomers atteint l'âge adulte et intègre l'université ou alors rejoint le marché du travail. Par ailleurs, l'exode rural, conjugué à l'avènement de la société de consommation et à l'explosion démographique, entraîne une croissance sans précédent des zones urbaines. Sur le plan musical, les jeunes Français de la fin des années 60 écoutent des chansons de pop, de rock ou d'autres variétés avec des nouveaux artistes comme Claude François, Michel Polnareff, Mireille Mathieu et surtout Johnny Hallyday. Sur le plan des mœurs, les premières revendications apparaissent. La pilule contraceptive est légalisée en France dès le mois de décembre 1967. Bien qu'elle soit très gâtée par ses parents qui ont connu les souffrances liées à la Grande Dépression ou à la Seconde Guerre mondiale, la génération des baby-boomers se révolte facilement. Elle conteste par exemple l'autorité de la famille, l'autorité de l'État, plus généralement les valeurs traditionnelles, la famille, le rôle dominant du père, ce qui heurte profondément les générations plus anciennes attachées à leur tradition catholique. Et sur le plan mondial, les jeunes Français, comme les jeunes Américains, les jeunes Allemands, les jeunes Italiens, s'inquiètent de la prolifération et des essais nucléaires, ainsi que des crises qui secouent le monde, à commencer par la guerre du Vietnam. Beaucoup de jeunes étudiants marqués à gauche mais déçus par le modèle soviétique se tournent vers d'autres modèles comme Cuba ou encore la Chine de Mao Tse-tung en pleine révolution culturelle. Surtout, ces jeunes issus de la nouvelle gauche s'intéressent moins aux questions économiques et sociales comme la lutte des classes, mais plus aux questions sociétales comme la libéralisation des mœurs avec la défense des droits des femmes, des droits des minorités, le début de la prise de conscience de la nécessité de sauvegarder l'environnement, etc., etc. Beaucoup de ces jeunes vivent dans l'illusion que la Chine ou Cuba représentent une bonne alternative alors qu'il s'agit en fait de régimes totalitaires comme l'était à l'époque l'Union soviétique. De leur côté, les syndicats estiment que malgré la prospérité économique que la France connaît durant les années 60, la classe ouvrière n'en bénéficie que trop peu. Nombre d'étudiants estiment que la bourgeoisie continue à dominer les rangs des universités françaises et que le système de sélection est défavorable à nombre d'entre eux. De plus, les frais de scolarité
empêche beaucoup de jeunes Français à pouvoir poursuivre leurs études convenablement. En bref, croissance économique, démographique et urbaine spectaculaire, usure du pouvoir politique, émergence d'une contestation sociale et étudiante, évolution des mœurs de la société. La France de la fin des années 60 est bel et bien en pleine mutation. C'est dans ce contexte que le journaliste Pierre Viançon-Pontet écrit dans le journal Le Monde le 15 mars 1968 un article intitulé « Quand la France s'ennuie ». Reprenant l'expression d'Alphonse de Lamartine « La France est une nation qui s'ennuie », Pierre Viançon-Pontet écrit « Ce qui caractérise actuellement notre vie publique, c'est l'ennui. Les Français s'ennuient. Ils ne participent ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde. La guerre du Vietnam les émeut, certes, mais elle ne les touche pas vraiment. La jeunesse s'ennuie. Les étudiants manifestent, bougent, se battent en Espagne, en Italie, en Belgique, en Algérie, au Japon, en Amérique, en Égypte, en Allemagne, en Pologne même. Ils ont l'impression qu'ils ont des conquêtes à entreprendre, une protestation à faire entendre, au moins un sentiment de l'absurde à opposer à l'absurdité. Les étudiants français, eux, se préoccupent de savoir si les filles de Nanterre et d'Antony pourront accéder librement aux chambres des garçons, conception malgré tout limitée des droits de l'homme. Cet état de mélancolie devrait normalement servir l'opposition. Les Français ont souvent montré qu'ils aimaient le changement pour le changement, quoi qu'il puisse leur en coûter. Un pouvoir de gauche serait-il plus gai que l'actuel régime? La tentation sera sans doute de plus en plus grande au fil des années d'essayer simplement pour voir, comme au poker. L'agitation passée, on risque de retrouver la même atmosphère pesante, stérilisante aussi. Dans une petite France presque réduite à l'Hexagone, qui n'est pas vraiment malheureuse ni vraiment prospère, en paix avec tout le monde, sans grande prise sur les événements mondiaux, l'ardeur et l'imagination sont aussi nécessaires que le bien-être et l'expansion. Ce n'est certes pas facile. L'impératif vaut d'ailleurs pour l'opposition autant que pour le pouvoir. S'il n'est pas satisfait, l'anesthésie risque de provoquer la consomption. Et à la limite, cela s'est vu. Un pays peut aussi périr d'ennui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet article aura été prophétique, car seulement une semaine après sa rédaction, éclate le premier mouvement étudiant d'ampleur en France. Le 22 mars, un mouvement étudiant d'extrême gauche anti-autoritaire et anarchiste, qu'on appellera plus tard le mouvement du 22 mars et mené notamment par Daniel Cohn-Bendit, voit le jour à la faculté de Nanterre. Créée en 1963 pour décongestionner la Sorbonne, située au milieu d'un immense bidonville, la faculté de Nanterre est un lieu d'échange, de discussion, de confrontation où les milieux étudiants d'extrême gauche prospèrent. Le mouvement du 22 mars, qui est un mouvement spontané, demande à la fois la fin de la guerre du Vietnam, mais aussi la possibilité pour les garçons de se rendre dans les chambres des filles de la résidence universitaire. Les manifestants occupent les bâtiments de la faculté et s'auto-organisent en assemblée générale, pratiquant une forme de démocratie directe. Ce mouvement du 22 mars a des conséquences majeures, puisque des mouvements sociaux se répandent dans tout Paris. Les incidents de plus en plus violents entre manifestants et forces de l'ordre conduisent ces derniers à ordonner la fermeture de la faculté de Nanterre le 2 mai. Les autorités françaises ne le savent pas encore, mais avec cette décision radicale, elles viennent de mettre le feu aux poudres, permettant le début d'un mouvement de contestation sociale sans précédent. Chronologiquement parlant, on peut diviser ce que l'on appelle les événements de mai 68 en 3 parties. D'abord, une période étudiante qui va du 3 au 13 mai, une période sociale qui va du 13 au 27 mai, et enfin, une période politique qui court du 27 mai jusqu'au 30 juin. Car oui, en général, on associe le mois de juin 1968 aux événements de mai 68. On l'a compris, en cette fin des années 60, les universités sont un lieu idéal pour le développement de nouvelles contestations sociales. Le 3 mai, le recteur de l'Académie de Paris ordonne aux forces de l'ordre de mettre fin à l'occupation de la Sorbonne où se tient une manifestation étudiante. Plus de 500 personnes sont arrêtées, dont un certain Daniel Cohn-Bendit. Cette opération musclée de la police suscite un véritable tollé. Le quartier latin devient l'épicentre de la contestation étudiante. Jour après jour, les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Des barricades sont érigées, les étudiants manifestants envoient des cocktails Molotov sur les CRS qui répliquent par des coups de matraque et l'envoi de gaz lacrymogène, et le mouvement protestataire, alors soutenu par l'UNEF, principal syndicat étudiant, s'étend également au lycée où des comités d'action lycéens sont créés.
C'est dans la nuit du 10 au 11 mai que les affrontements entre police et manifestants atteignent son degré de violence maximum. On assiste en effet à de véritables scènes de guerre, avec des centaines de blessés, des voitures incendiées, des rues dépavées, des vitrines cassées. Les Français, qui pour beaucoup suivent ces événements en direct à la radio, sont stupéfaits, mais la plupart d'entre eux soutiennent à ce moment-là les étudiants face aux brutalités policières. C'est précisément à partir de ce moment-là que la crise de mai 68 prend une toute autre dimension, beaucoup plus vaste qu'auparavant. En effet, du jour au lendemain, une vague de grève s'enclenche aux quatre coins de la France. Avec désormais la participation des syndicats, la révolte étudiante se transforme en une énorme révolte sociale. Bien avant mai 68, les syndicats considéraient que les ouvriers français étaient en quelque sorte les parents pauvres de la prospérité des 30 Glorieuses. Se sentant pousser des ailes avec la révolte étudiante, la classe ouvrière décide de se lancer dans un bras de fer impitoyable avec le patronat. Dès le 13 mai, les syndicats défilent dans les rues de Paris aux côtés des étudiants pour dénoncer les violences policières. À partir du 14 mai, les ouvriers occupent leurs usines. Parmi les exemples les plus flagrants, on pense à l'occupation de l'usine de Sud-Aviation dans la banlieue de Nantes, aux usines Renault de Cléon et de Sandouville en Seine-Maritime, celles de Flins et de Boulogne-Billancourt. Aux alentours du 22 mai, on estime qu'au moins 7 millions de travailleurs français sont en grève. C'est davantage que les 2 millions lors des grandes grèves de 1936 où seul le secteur privé a été concerné. En effet, lors de ces grèves de mai 68, tous les secteurs économiques sont concernés, que ce soit les usines, les bureaux, les services publics, les transports, etc., etc. Autre fait remarquable, la plupart de ces grèves ont été lancées de manière spontanée par les ouvriers eux-mêmes, les principaux syndicats n'ayant soutenu ces mouvements qu'a posteriori, bien qu'ils tentent de faire bonne figure. Pendant la majeure partie de mai 68, le pouvoir français, à commencer par le général de Gaulle lui-même, reste anormalement silencieux. Mais conscient de la gravité de la situation, il finit par réagir le 24 mai lors d'une allocution télévisée solennelle. Le président de la République promet notamment d'organiser un référendum sur la rénovation universitaire, sociale et économique et affirme même qu'il quittera le pouvoir en cas de victoire du non. Mais ces annonces du général de Gaulle demeurent sans effet auprès des manifestants et c'est le Premier ministre, Georges Pompidou, lui aussi jusque-là passif face à ces événements, qui prend le relais en adoptant un ton encore plus conciliant et en faisant le pari de la négociation. Les négociations dites de Grenelle, du nom de la rue où elles se déroulent, du 25 et du 26 mai, mettent en lumière les profondes divisions, voire même fractures, au sein du mouvement contestataire de mai 68, avec d'un côté les groupes étudiants d'extrême gauche, maoïstes, trotskistes, anarchistes, partisans du Che Guevara, etc., qui souhaitent un changement radical de la société et lutter contre les mouvements d'extrême droite, et de l'autre, les syndicats et autres grévistes qui souhaitent surtout assurer une meilleure qualité du travail et un meilleur rapport dans les structures de pouvoir entre patronat et employés au sein des entreprises. Finalement, le 27 mai, les accords de Grenelle sont signés par les représentants du gouvernement, des syndicats et du patronat. Ces accords prévoient notamment une augmentation de 10% des salaires et une hausse de 35% du salaire minimum. Pourtant, ces accords ne répondent pas totalement aux attentes des grévistes les plus radicaux. C'est ainsi que les manifestations continuent et que les révoltes de mai 68, après avoir été d'abord des révoltes étudiantes puis des révoltes sociales, entrent dans leur troisième et dernière phase, les révoltes politiques. En dépit de l'ampleur des manifestations, et bien que François Mitterrand appelle à la démission du général de Gaulle, la gauche française est elle aussi profondément divisée quant à l'attitude à adopter face aux événements de mai 68. En effet, seuls les groupuscules étudiants d'extrême gauche, tendance maoïste ou trotskiste, appellent à une véritable révolution renversant le régime en place. Les partis de gauche traditionnels, plus modérés, appellent simplement à des élections présidentielles et législatives anticipées, ainsi qu'à la formation d'un gouvernement provisoire. De son côté, le Parti communiste français est surtout furieux de ne pas contrôler les manifestations étudiantes ainsi que les mouvements grévistes. Après avoir appelé à la démission du général de Gaulle, Mitterrand se proclame candidat à la présidence de la République. Mais sans véritable soutien de la gauche, il ne peut rien faire face à un pouvoir gaulliste qui, après avoir semblé dépassé face au mouvement de mai 68, parvient à surmonter ses difficultés et profite des divisions entre mouvements contestataires pour reprendre la main. Le 29 mai,
Premier coup de théâtre. Le général de Gaulle a disparu. Il a quitté l'Élysée et il est introuvable. Un véritable vent de panique parcourt la population française. Le lendemain, deuxième coup de théâtre. De Gaulle annonce dans une allocution radiodiffusée qu'il dissout l'Assemblée nationale et que des élections anticipées se tiendront prochainement. Le soir même, plus de 500 000 partisans du général de Gaulle défilent sur les Champs-Élysées. L'opinion française, qui soutenait jusque-là les manifestants, s'est retournée en faveur du pouvoir gaullien. De son côté, la gauche est sonnée, tant les mouvements contestataires étudiants d'extrême gauche que les partis traditionnels qui ne peuvent refuser la tenue de ces élections qu'elles avaient appelées de leur vœu. Lentement, mais sûrement, les choses reprennent leur cours habituel. Les ouvriers repartent progressivement au travail, le nombre de grèves diminue, l'accès aux hydrocarbures, indispensable au bon fonctionnement d'une économie au XXe siècle, est rétabli. L'économie française repart. Le 12 juin, profitant du reflux des mouvements contestataires de mai 68, De Gaulle signe un décret ordonnant la dissolution de 12 mouvements d'extrême gauche, dont le mouvement du 22 mars, qui s'est pourtant déjà autodissous dès la fin du mois de mai. Et finalement, lors des élections législatives qui se tiennent les 23 et 30 juin, les gaullistes remportent une victoire écrasante. Ainsi, en l'espace de quelques semaines, en jouant sur la peur du désordre et d'un hypothétique complot communiste, les gaullistes, qui semblaient au début totalement dépassés par les événements de mai 68, ont réussi à complètement retourner la situation en leur faveur. Par ses coups de théâtre et plus globalement grâce à sa fermeté, le général de Gaulle a réussi à faire s'essouffler le vent de la contestation. Pourtant, mai 68, dans son ensemble, aura profondément marqué la société française de son empreinte. Le 27 avril 1969, un référendum proposé par le président de la République portant sur le projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat est rejeté par un peu plus de 52% des Français. Suite à ce résultat négatif, le général de Gaulle démissionne. Ainsi s'achève un peu plus de 10 ans de pouvoir sans partage, où la France aura connu une période de prospérité sans précédent, mais qui fut ébranlée par les événements de mai 68. D'une certaine manière, on peut considérer que cet échec du général de Gaulle est une forme de revanche des mouvements protestataires de mai 68. En résumé, les événements de mai 68 auront marqué la France d'une empreinte indélébile. Mais 50 ans plus tard, les Français restent divisés quant à son impact sur le pays et la société. Pour ses partisans, mai 68 aura été un moment positif pour la France, car cela a marqué le début de la libéralisation de la société et des mœurs, avec notamment l'émergence du féminisme, de la défense des minorités et de l'antiracisme, mais aussi de la défense de l'environnement, dans le cadre plus large de la critique de l'économie de marché et de la société de consommation. Mais pour ses détracteurs, mai 68 marque le début de la fin de l'autorité de l'État, gravement remise en cause par les manifestants, des valeurs traditionnelles, à commencer par la famille, tandis que la féminisation de la société a un impact sur la société patriarcale, et qu'en pleine guerre froide, nombre des opposants aux manifestants craignaient une révolution communiste. Et c'est sur ces réflexions que je vous propose d'achever cette vidéo. J'espère que cette présentation des événements de mai 68 vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo, et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!